Absolument. Allez-y donc, bienvenue officiellement dans cette 5e concertation organisée par Comment sur un sujet important, inclusion, diversité et parité. Alors, moi, je suis ravie d'être l'animatrice de cette soirée, enfin de ces 2 heures, parce qu'on ne va pas passer, rassurez-vous, toute la soirée ensemble. Donc, Charlotte Kifidis. Je suis spécialisée en stratégie et processus collaboratifs et en communication relationnelle. Et donc, j'ai le plaisir d'animer les concertations de Comment depuis qu'elles ont démarré. Alors, vous savez tous comment on se sert des outils digitaux. Je fais quand même le petit rappel de bonnes pratiques parce qu'on va pouvoir échanger oralement et par le chat, mais pensons bien tous à couper nos micros quand on ne parle pas pour pas qu'il y ait de bruit dans nos environnements perso qui dérangent. Et on va avoir une session où on va échanger beaucoup. Et l'idée, c'est vraiment qu'on discute et qu'on vous entende sur vos expériences, sur votre quotidien. Et on va avoir 2 manières de le faire, soit directement avec le chat où vous écrivez et moi, je me ferai le relais de toute façon de ce que vous allez écrire et proposer comme idée, ou alors en prenant la parole. Et selon le nombre de personnes, vous savez que dans la mosaïque, on ne voit pas tout le monde. Donc, on a dans le bouton réaction en bas, dans les icônes, on a la possibilité de mettre une main, le clap, qui permet de se signaler. Et comme ça, on est tous vigilants à regarder qui a envie de prendre la parole. Donc, voilà pour le petit démarrage introductif. Séverine, je te propose de prendre la parole et de nous faire notre intro officielle maintenant. On commence à avoir des habitudes. Absolument. Eh ben, merci à tous et à toutes. Je crois que nous avons quand même quelques représentants masculins dans cette concertation, et tant mieux, de nous rejoindre. Donc, en effet, on a pour solidifier le projet de Comment et pouvoir établir des feuilles de route structurées, opérationnelles et partagées d'ici la fin de le début de l'année 2021, des concertations qui se déroulent depuis un mois environ. Donc, nous en sommes à la 5e, il doit nous en rester 2 par la suite. Et pour inviter en effet l'ensemble des adhérents qui le souhaitent, soit parce qu'ils se sentent concernés par les sujets qu'on évoque sur les axes du projet, soit parce qu'ils ont des expertises qu'ils souhaitent mettre à disposition de ces sujets-là, de venir nous rejoindre dans une première prise de contact et un premier échange qu'on a souhaité en effet faire animer par quelqu'un dont c'est le métier et qui est formé à cela pour être vraiment certain que ce que vous allez produire... Excusez-moi, que ce que vous allez produire sera réellement exploité et utilisé dans nos réflexions. Les prochaines étapes étant une réunion du conseil d'administration le 14 décembre qui prendra connaissance de l'ensemble des résultats des concertations et que l'on animera lors d'une concertation spécifique pour eux afin de parvenir à finaliser en collectif les feuilles de route et à pouvoir lancer les projets et les actions le plus tôt possible en 2021. Donc, voilà pour le cadre qu'on s'est donné. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est que vous puissiez en effet nourrir, poser des questions, partager des idées sur la manière dont les uns et les autres dans vos organisations, vous êtes concernés par ces sujets. Et puis également, comment est-ce que Comment pourrait, selon vous, contribuer efficacement sur ces sujets. Donc, je vais laisser la parole en la matière à Constance Viblé et Céline Boisson, qui sont les VP du conseil d'administration en charge de cet axe du projet et qui sont déjà bien calées sur les questions. Sur ces questions, elles vont vous dire pourquoi juste après moi et avec Charlotte derrière pour l'ensemble des échanges. En tout cas, merci beaucoup d'être là et puis bons échanges à vous toutes et tous. Merci Séverine. Donc, c'est moi qui enchaîne directement, Charlotte? Ok. Merci. Tout à fait. Merci. On est ravis avec Céline d'avoir la responsabilité de ce sujet. Merci Séverine pour ta confiance. Merci à tous et toutes d'être là avec nous pour en parler. Je pense que ça va être passionnant.
2 petits mots sur moi. Donc, moi, je m'occupe de la communication d'un groupe de service à la personne qui s'appelle WeCare. WeCare ne vous dit sans doute rien, c'est le nom de la holding. La marque la plus connue s'appelle O2. C'est-à-dire qu'on a nos collaborateurs, il y a 18 000 collaborateurs, 18 000 salariés dans le groupe WeCare et 18 000 salariés très, très, très majoritairement des femmes dans les services à domicile et avec, comme dans tous les collectifs humains, beaucoup de sujets autour de la diversité. Voilà, donc ça, c'était pour me présenter. Peut-être Céline, je te laisse te présenter, puis après ça, on parle du sujet lui-même. Ouais, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Constance, on est ravis de pouvoir échanger avec vous ce soir. Et moi, donc, je suis Céline Boisson. Je dirige Nude, qui est une agence de communication branding, voilà, présente en France et aussi à Shanghai. Je dois remettre mon micro, c'est mieux. Alors voilà, donc en fait, quand on a préparé cette concertation autour de ce thème, tout de suite est arrivé le sujet de la diversité, enfin homme-femme, etc. Et parce que c'est un sujet très important chez Comment, et Céline vous en dira beaucoup plus juste après. Mais on avait envie là aussi de se dire, évidemment, il y a le sujet homme-femme qui est très important. Il y a aussi la question de la diversité de manière beaucoup plus large. On parle des genres, mais on parle aussi ethnique, on parle peut-être religieux, on parle sexualité, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à aborder dans ce sujet qui va être très large. Je ne sais pas si on aura le temps. Moi, je voulais juste dire quelque chose, peut-être en amont, c'est se dire que sur ce sujet-là, je pense qu'on a une vraie responsabilité, comme beaucoup de sujets d'ailleurs, on a une vraie responsabilité, nous communicants. D'abord, on a une responsabilité en tant qu'équipe, en tant que collectif qui rassemble des femmes et des hommes. Et du coup, on a cette responsabilité de se dire comment est-ce que nous, dans l'équipe, la question de la diversité, elle est adressée, comment est-ce qu'elle est tellement évidente et normale qu'elle n'est même pas une question. Et puis, on a une deuxième responsabilité, c'est là, en tant que communicant, c'est puisqu'on a de l'influence, on émet de la communication et on émet des contenus qui ont pour ambition et objectif de faire évoluer, de faire changer les comportements. Donc ça, c'est une très grande responsabilité. Et donc, c'est très important de se poser toujours la question de comment nous, en tant que communicants, comment est-ce qu'on est à la hauteur de cette responsabilité et de toutes ces questions autour de la diversité et de l'inclusion, avec vraiment la cohérence entre qu'est-ce que je vis moi en tant qu'équipe, dans mon agence, dans mon entreprise, etc. Et puis qu'est-ce que j'aimais dans les contenus que je crée. Mais c'est vrai que sur Comment, en tout cas, on a beaucoup travaillé sur la question du genre. Céline, peut-être si tu veux en dire un petit peu plus. Oui, effectivement, depuis plusieurs années, alors je ne veux pas dire de bêtises, donc je regarde Laurence là sur mon écran, je pense que ça fait 5 ans, c'est bien ça, que vraiment on mène des actions très concrètes sur l'égalité hommes-femmes dans les entreprises de communication, mais aussi sur l'égalité, la parité dans l'image et la communication que l'on émet à travers les outils que nous, communicants et communicantes, nous faisons, nous réalisons. Et du coup, on a fait plusieurs actions, on a produit plusieurs outils. Donc, il y a un film qui a eu énormément de succès qui s'appelle No More Clichés, qui simplement montrait le fait que les clichés sexistes continuaient à exister dans le monde de la publicité. Puis, nous avons fait un kit de communication non sexiste pour informer, je dirais éduquer le monde de la communication chez les annonceurs et dans les agences pour leur donner les clés pour construire des communications, des publicités non sexistes. On participe chaque année depuis 3 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à une journée que l'on souhaite, une journée nationale qui s'appelle Ensemble contre le sexisme et qui rassemble plusieurs associations, pas que dans le monde de la communication, dans le monde de la culture, du sport, etc., pour parler de ces sujets-là, débattre et aussi faire savoir à quel point
l'égalité homme-femme n'existe pas encore véritablement dans notre société ou dans nos sociétés. Donc voilà, c'est plusieurs actions. On va dans les écoles, on va dans les entreprises pour diffuser aussi ce kit de communication non sexiste. Et ces actions, on veut qu'elles continuent, mais qu'elles continuent, comme le disait à l'instant Constance, de façon peut-être encore plus forte, parce que je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras, et puis peut-être de façon plus diversifiée, mais toujours dans un même but, avec un même cap, c'est comment nous, en tant que professionnels de la communication, on peut être dans un monde égalitaire, dans un monde inclusif, qu'on soit annonceur ou agence, pour nous au sein des entreprises, mais comment aussi on le montre à l'extérieur. Voilà. Si je peux résumer en quelques mots ce que nous avons fait. J'espère, j'ai certainement oublié des choses, mais en tous les cas, c'était les choses les plus emblématiques. Merci Céline, merci Constance. De toute façon, les discussions vont se croiser, les sujets sont parfois en poupée russe, donc on sera plusieurs à intervenir et si vous avez envie de compléter, micro ouvert et allons-y. On démarre directement par la première question, si vous voulez bien. Alors, c'est toujours un moment de chauffe, hein, on ne s'est pas encore rodé, donc ce que je vous propose, c'est qu'on échange, qu'on prenne un temps pour échanger sur votre perception de l'intégration de la diversité et de l'inclusion dans vos organisations, en général, et aussi dans la communication. Donc, partagez-nous vos retours d'expérience, partagez-nous comment vous voyez cette évolution-là, soit via le chat, soit via une prise de parole. On vous écoute. Qui a envie de se lancer ? C'est la première prise de parole qui est toujours la plus difficile. C'est toujours. On veut dire ce qu'on vit dans nos entreprises. Pardon, c'est Ludovic. Oui, Ludovic. En fait, dans chacune de nos organisations. Comment tu vois, est-ce que pour toi, dans ton organisation, dans ton environnement, est-ce que tu vois que la diversité et l'inclusion, c'est mieux intégré qu'avant? Et quelles sont les différences? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il y a du changement? Ok. Je peux démarrer si vous voulez un petit peu. Alors, enfin, sur l'organisation que. Donc, j'ai une agence d'événementiel, on est 4, donc j'allais dire, du coup, ce n'est pas forcément un sujet où je pourrais en sortir des généralités. Enfin, j'allais dire, en dehors de moi, j'ai exclusivement des femmes, mais on est en train de parler de 3 personnes, donc ce n'est pas forcément… voilà. En revanche, ce que je peux dire, c'est dans le travail que je peux faire en communication ressources humaines auprès de mes clients. Oui, ça fait des années qu'on parle de diversité. Donc, j'ai l'impression quand même que le sujet est pris à bras le corps, mais avec une énorme différence entre les différents types, alors on ne sait jamais d'ailleurs utiliser mon terme, de diversité. Et ça peut être lié à des logiques très pratiques et en fin de compte, des logiques assez structurelles et de réglementation. C'est-à-dire que typiquement, moi je fais par exemple beaucoup de communication autour du handicap dans le travail, mais j'allais dire, et depuis longtemps, mais dans les faits, on sait pertinemment que la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une obligation légale des organisations sur le sujet. Et on voit que c'est beaucoup plus difficile sur les autres problématiques, problématiques qui ne devraient pas être des problèmes d'ailleurs, avec ensuite des effets de visibilité de la société en général qui obligent les entreprises à prendre la parole. On l'a vu notamment effectivement sur la lutte contre le sexisme. C'était intéressant par exemple de voir l'année dernière, j'espère que je ne dis pas de bêtises Laurence, les grands prix, vraiment avaient beaucoup de sujets par exemple qui étaient récompensés, qui étaient du sexisme, et en l'occurrence pour autant on avait rappelé, je crois, que les opérations qui étaient récompensées avaient été conçues ou imaginées avant même la vague MeToo & Co, etc. Donc ça montre en tout cas qu'effectivement les sujets, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas tous à égalité entre guillemets dans leur traitement. Moi, c'est ce que je ressens, et que
Du coup, oui, d'autres sujets, comme les sujets sur, effectivement, qui peuvent être sur le racisme, ils sont beaucoup plus complexes à traiter en entreprise, ou alors de manière ultra générique, mais parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop le faire. Et puis, c'est très compliqué aussi, je pense, face à… enfin, on est dans une logique de non dans le système français qui fait que, contrairement à des environnements anglo-saxons, on ne s'affiche pas comme une communauté déterminée. Enfin, d'ailleurs, c'est interdit de faire des quotas, etc. en France. Donc, je pense que ça a une grande incidence. Et ensuite, dernier sujet, moi, enfin, c'est pas qu'il me tient plus à cœur, mais parce que je suis concerné sur toutes les problématiques LGBTQ et je ne sais plus comment il faut dire maintenant, qui sont très peu traités, à part quelques entreprises, parce qu'il y a quand même des gens qui veulent valoriser le truc. Je trouve ça assez intéressant. Et pardon, et je termine parce que je parle beaucoup. D'ailleurs, sur tout ça, moi, il y a une question qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est jusqu'où on doit aller, où on peut aller sur la question du genre aujourd'hui. Merci Ludovic. Cécile, tu voulais réagir? Céline, je voulais bien réagir et compléter. En fait, tous ces sujets-là, je pense que tout le monde a conscience qu'ils sont importants et tout le monde a conscience qu'il faut les traiter. Mais moi, je le vois dans mon métier, en fait, et avec mes clients. Parfois, voire souvent, je trouve que ça crée beaucoup de polémiques et que ça braque certaines personnes. Et que moi, mon souhait le plus cher, en fait, chez Comment, c'est de trouver des actions justement qui fédèrent et qui embarquent les gens. Parce que chaque action, je trouve, chaque action ou à chaque fois, ça divise plus, quel que soit le sujet, que ça rassemble. Et moi, à titre personnel, ça m'épuise en fait, parce que c'est un sujet qui devrait justement rassembler, parce qu'il doit faire progresser nos métiers et même la société. Et je trouve que ça les braque. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais… Oui, moi je le ressens. Je le ressens complètement, Céline. On l'a vécu chez Comment à de nombreuses reprises. Quand un sujet était détaillé, c'était assez dingue de voir quelle place ça prenait, alors qu'on continuait à traiter d'autres sujets en parallèle, et à quel point, en fait, tout d'un coup, comme c'est un sujet de société, ça devenait quelque chose de très clivant et de très visible. Alors qu'il devrait rassembler, puisque c'est un sujet, en fait… Alors, est-ce que ce sont des sujets, et là je mets tout, la question du genre, la question du handicap, la question de la religion, de la couleur de la peau, etc. Est-ce que c'est parce qu'on est en France et que ce sont des sujets tabous? Parce que je pense que c'est aussi un sujet très franco-français. Mais du coup, on n'ose plus en parler parfois. On n'ose plus aborder la question. Par exemple, disons-nous les choses, l'écriture inclusive, parfois on a un peu peur d'en parler parce qu'on dit juste le mot, alors que c'est juste des choses sur lesquelles qui devraient nous permettre d'avancer, de progresser, de faire avancer aussi nos métiers. Et encore une fois, aussi bien nos métiers en interne, c'est-à-dire dans les entreprises, mais aussi on représente quand même… l'image, on a une influence sur la société qui est énorme. Merci Céline pour ce commentaire. Je fais l'écho de ce qui est mentionné dans le chat où Dorothée travaille dans un grand groupe de services en B2B et que c'est un sujet qui est un peu porté par la direction, mais très clairement plutôt, dites-moi Dorothée si je interprète mal, mais plutôt dans le faire savoir que dans le faire réellement. CF, le handicap, souligne-t-elle, et Ariane qui effectivement souligne qu'elle voit plutôt quelque chose en progression, avec beaucoup d'assos qui fleurissent au sein de son entreprise, autour des LGBT, handicap, Afrique, et des chartes, avec des sujets qui sont devenus effectivement peut-être clivants, et là ça rejoint ce que tu dis Céline, sur le fait qu'effectivement ça devrait rassembler et potentiellement ça divise. J'ai l'impression que par rapport à ce qui se dit à ce stade-là, il y a plus d'écho qu'avant,
en tout cas en termes de perception d'intégration, de plus d'écho, mais continuons à échanger pour voir si effectivement il y a une transformation des comportements. Moi, je voulais interroger Ludovic. Qu'est-ce que tu entendais par jusqu'où peut-on aller sur les notions de genre, sur le genre? Je pense que, enfin, je dirais autre chose après. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, je le dis souvent en riant, mais effectivement, quand moi j'ai quelqu'un qui se présente en me disant je suis un homme cisgenre, etc. Enfin, ce sont de nouveaux termes, de nouveaux sujets. Et effectivement, déjà, les trucs du temps, on ne comprend pas tout quand on n'est pas aguerri au truc. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il y a quand même un mouvement super intéressant qui fait que potentiellement, aujourd'hui, on trouve envisageable, enfin pas tout le monde, mais des gens estiment effectivement on peut avoir l'apparence d'un homme tel qu'on le représente ou d'une femme telle qu'on la représente habituellement, mais se considérer comme de l'autre genre, etc. Et Oui. tout ça, ce sont de nouveaux territoires, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est à la fois passionnant et à la fois, ça montre aussi, peut-être avec du recul sur des sujets de diversité qu'on a déjà plus traités en entreprise, que, effectivement, là où c'est compliqué, c'est que, à la rigueur, les organisations peuvent se poser la question, est-ce que j'ai la légitimité pour prendre la parole sur ce sujet-là ? Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Céline, aussi, c'est des faits de société et c'est des sujets de société qui nous passionnent en France, mais qui ont une dimension très politique. Et du coup, effectivement, la question, c'est oui, d'accord, ça devrait tous nous rassembler, mais je comprends tout à fait qu'aussi une entreprise se dise oh là là, je vais marcher sur des œufs et comment je vais me faire boycotter à mort si je dis un truc de travers ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça, c'est la question de genre. Mais ce que je trouve intéressant, oui, c'est voilà, comme c'est encore à défricher, que c'est très neuf. J'allais dire, c'est un petit peu, si je prends une comparaison, désolé, j'ai un téléphone fixe qui sonne. Si je prends une comparaison avec le sujet du handicap, qui est un sujet qu'on traite depuis quand même pas mal d'années maintenant, avec des entreprises qui sont au 3e accord, 4e accord, etc. Bah, typiquement, ça fait des années maintenant qu'on sait que 80% des handicaps sont non visibles. Par exemple, c'est des choses qui sont assez intégrées par tout le monde, mais par beaucoup de gens, etc. La question du genre me paraît passionnante aujourd'hui parce que je pense que c'est pas évident. Et moi-même qui me sent concerné, non, en l'occurrence, oui, enfin, qui m'intéresse à ces sujets-là, j'avoue que je suis un peu perdu. Donc, entre le moment où on perçoit le truc, un sujet, et le moment où on peut y prendre part, il y a forcément un temps d'acculturation, de compréhension du truc, sans compter effectivement que je comprends tout à fait qu'il y a des entreprises qui ont potentiellement une visibilité très forte auprès du public, etc., marchent sur des œufs sur certains sujets. Et puis, dernier truc, pardon, c'est qu'on est sur une logique aussi où moi, j'ai connu des entreprises qui avaient fait de la diversité ce qu'on a pu appeler le greenwashing sur la dimension environnementale, etc., qui n'était pas forcément super… Enfin, ça voulait être une bonne action et en fin de compte, c'était un peu… Je donne un exemple très concret. Une boîte pour laquelle je communiquais qui voulait absolument valoriser le fait qu'ils étaient ils étaient vraiment super en termes de diversité ethnique, etc. Et dans les faits, en fait, quand on creusait, c'est tout simplement qu'ils avaient des postes vraiment payés de super base, etc. Et que de fait, en fait, dans les gens qui postulaient chez eux, de manière franche et un peu directe à dire comme ça, bah, effectivement, c'était plutôt des jeunes issus de milieux défavorisés et d'origine plutôt maghrébine ou subsaharienne, etc. Mais ce n'était pas parce que l'entreprise avait une politique de diversité en faveur des différentes ethnies, c'est tout simplement, il y avait un constat, donc il rebondissait dessus. Je ne veux pas être négatif et montrer que des choses comme ça, mais ça existe aussi. Merci Ludovic. Constance, tu voulais réagir et Franck après a levé la main. Oui, j'ai une toute petite intervention à titre d'illustration. J'ai inscrit hier mon fils donc de 17 ans en terminale à l'école Rubica qui est à Valenciennes, qui est l'école animation jeux vidéo design. Et sur la fiche d'inscription, vous choisissez genre, il y a écrit femme, homme, non-binaire, mon genre n'est pas proposé ou je ne souhaite pas répondre. Et c'est un formulaire administratif pour s'inscrire à la prépa d'une école. Hein. Donc, il n'y a pas… et c'est intéressant parce que
Ce que je veux dire, et puis tu l'as dit, hein, Ludovic, quand tu dis, mais la question, en fait, on se cale sur la société. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on n'est pas en avance? Est-ce que notre mission est de l'attirer? Est-ce que notre mission n'est pas de l'attirer? Est-ce que notre mission, c'est de compagnonner, de naviguer à côté de la société et de s'y adapter ou de la tirer en avant? Là, en tout cas, cette école-là, c'est pas là, on est sur de l'administration, hein, c'est pas un communicant qui a fait ça, c'est vraiment un formulaire. Puis je peux vous dire que c'est pas un communicant qui l'a fait d'ailleurs, c'est vraiment un formulaire très basique. Il a écrit ça. Et cette école-là, alors ok, on est sur une école de design et tout, mais c'est quand même nos jeunes qui sont aujourd'hui à l'école et je pense qu'on n'a pas idée des changements sociétaux qui vont avoir lieu sur la question de la diversité demain. Oui. Franck? Fabrice ou Franck? Je ne sais pas s'il y a un Franck. Ah, Fabrice. C'est moi, il n'y a pas de souci. Je suis le seul garçon de toute la séance. Non, il y a Ludovic. Ah, ça va. Non, oui, oui. Attends, peut-être tu sais pas, peut-être il y a des gens qui ne sont pas genrés. Peut-être il y a des gens qui sont non binaires. Tout à fait. Mais surtout, si je me trompe de prénom, en plus, ça ne va pas nous arranger. Non, mais je blague, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis Fabrice Vancoche, je suis secrétaire général de l'ANRH, qui est une association dont le métier est de créer des emplois pour les personnes handicapées. Donc, voilà d'où je parle. Moi, je trouve que c'est cette question de l'inclusion sur toutes les populations. Il y a des entreprises qui sont très impliquées et qui font énormément de choses, mais aussi, il y a beaucoup de social ou inclusive washing, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je pense aussi parce que c'est des sujets très compliqués. Et là, entre le dire et le faire, il y a une vraie différence. Et on voit bien cette complexité à faire bouger les choses dans les entreprises ou dans nos organisations, parce que justement, ce sont les sujets clivants qui déjà clivent la société elle-même. Je prends juste un petit exemple sur cette différence entre le dire et le faire. Il y a une société dont je tairai le nom, qui se présente comme exemplaire sur les questions des RSE, qui a notamment un président emblématique qui a parlé du handicap de son frère. Cette société aujourd'hui n'arrive pas à dépasser le taux de personnes handicapées dans son entreprise, et ils ont même supprimé l'indicateur du taux de personnes handicapées dans l'entreprise pour ne pas avoir de soucis. Donc ça ne fait plus partie des indicateurs non financiers. Donc on voit bien qu'il y a des vrais sujets sur ces enjeux, mais il y a une chose que je trouve assez intrigante, c'est qu'en même temps, on voit bien que sur les nouvelles générations, et Ludovic en parlait, ou je ne sais plus où toi, Constant, tu en parlais, sur les nouvelles générations, cette question est une question qui est de plus en plus importante, et nos organisations étant dans un vrai enjeu en termes de fidélisation et en termes d'attractivité des nouvelles générations, il est étonnant qu'elles ne prennent pas plus ce sujet en main. Donc, moi, j'ai une vraie question sur, en effet, comment nous, communicants, on peut aider nos organisations à comprendre cet enjeu qui est un enjeu d'attractivité de l'organisation par rapport à des jeunes générations, et comment ce sujet ne peut pas être mis de côté si on veut vraiment les attirer, les intéresser et montrer que nos sociétés, nos organisations sont dans la vraie vie. Ça, c'est une première chose. Après, j'ai une deuxième chose, mais ça, c'est la communication, elle est aussi là pour représenter. Et c'est vrai qu'est-ce que nos organisations sont aussi assez représentatives dans leur communication publicitaire ou extérieure ou autre, de ce qu'est la diversité française. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce sujet de la diversité, parlons pas d'inclusion, mais déjà de diversité, est-ce que cette diversité, cette variété des profils que l'on montre en montant des profils de consommateurs, en communiquant en interne comme en externe, aujourd'hui, nous, on se sent déjà à l'aise avec ça? Est-ce qu'on a le sentiment qu'on a une vraie différence dans notre communication par rapport à celle qui se faisait il y a 20 ans? Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport aux questions? Il y a Dorothée, juste, je me fais l'écho. Alors, social washing, Ariane et Séverine ont aussi positionné cette problématique. Dorothée parle de la diversité de collaborateurs dans les faits et de leur donner la parole. Donc, ce que je vous propose, c'est les idées sur le comment on peut faire plus. On les garde de côté pour la question d'après. Mais là, par rapport aux questions de Fabrice, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir avant qu'on passe à la question suivante, qui nourrira le même débat, hein? Rassurez-vous. En tout cas, sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, les communications changent. Ça, c'est sûr. On le constate parce qu'on observe toujours, nous, le signe le plus visible qui est la publicité. Il y a des vrais changements qui sont en cours. Tout ne se règle pas, hein. Mais notamment sur l'égalité des femmes et des hommes dans la société, c'est vraiment en train de bouger. Vous prenez les dernières pubs de lessive, il y a eu un bond spectaculaire sur le partage des tâches, ou la représentation des femmes dans les milieux professionnels, ça avance. La publicité est alors pas toute, hein, mais en tout cas, il y a de vrais
il y a de vraies avancées qui sont faites. Je voudrais rebondir sur ce que dit Laurence. Oui, les choses bougent, les choses changent, mais j'ai quand même l'impression que, en fait, elles ont changé par presque obligation à cause des scandales qu'il y a eu, mais pas par conviction. Et je pense en fait que même chez Comment, quand on a fait le film No More Clichés, on voulait dénoncer quelque chose et on s'est servi de ce qui était émis à l'extérieur. Et je pense que dans les actions à réfléchir, il y a aussi comment on peut agir entre guillemets de l'intérieur. C'est-à-dire comment sensibiliser ceux qui font, que ce soit les agences ou les annonceurs, à intégrer cette dimension-là. Parce que quand on parle de social washing et tout ça, ça veut dire aussi que les gens le font sans conviction. Et moi, ce que j'aimerais, c'est arriver en fait à ce que ce soit même plus une question, donc à les former, à les convaincre, à ce que ce soit vraiment à ce qu'ils incarnent en fait cette notion de diversité-là. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, Oui, mais tu as dit tout à fait. Oui, absolument. Moi, juste une remarque, je suis d'accord avec toi, Céline, mais je te trouve presque idéaliste dans ton propos parce que bah c'est ouais, vrai mais en même qu'il temps, faut agir, il faut mais en dans même cette temps, période. moi, j'ai quand même l'impression que nous sommes là. Alors, je me réfère à mon ancien métier de communicante pure. Maintenant, je suis passée à quelque chose d'un peu différent, qui est la communication historique. Donc, je ne suis pas branchée directement sur les sujets, mais on est là pour accompagner nos clients. Alors, on peut les conseiller, mais on ne pourra jamais les obliger à aller là où ils ne veulent pas aller. Moi, ce que je trouve intéressant, si je rebondis sur ce que disaient Laurence et Constance, c'est finalement, en effet, ce mouvement qu'on a quand même observé dans la communication non sexiste. On est parti il y a quelques années de quelque chose qui était quand même assez calamiteux à quelque chose qui a énormément progressé, même s'il y a encore des plantages et des catastrophes phénoménaux. Mais on observe un petit peu la même chose, malgré tout, dans les sujets de diversité. Sauf que je trouve que c'est souvent extrêmement maladroit. C'est-à-dire que les agences ne sont pas à l'aise. Enfin, moi, je trouve que la plupart du temps, c'est difficile de faire un baromètre. Là, c'est plus une sensation de consommateurs sur de la com externe, je serais tentée de dire qu'à 80%, on a la sensation que les réalisations ne sont pas fluides. On a bien un black, un beurre, bon voilà, mais il n'est pas trop foncé, mais il n'est pas trop frisé, mais tout ça est un petit peu bancal et pas franc en quelque sorte. Et on sent en effet qu'il y a encore une difficulté à être à l'aise dans le sujet, dans la réalisation pour le moment, semble-t-il, de mon point de vue. Sauf dans des entreprises qui ont vraiment bossé le sujet depuis très longtemps. Je pense en particulier à L'Oréal, en effet, qui a sorti dernièrement un film assez extraordinaire et où les choses deviennent naturelles, mais parce que, voilà, ils ont un cran d'avance, je dirais, dans leur réflexion. Je voulais quand même souligner une petite chose parce que là, quand je vous donnais mon témoignage tout à l'heure, je parlais quand même pas mal de publicité. Je vous parlais notamment de la publicité. On a quand même remarqué dans les dossiers des grands prix de Comment, donc on parle de sites internet, de rapports annuels. Alors, est-ce que les candidats nous connaissent et savent qu'on ne laisse plus passer comme tu le disais, les catastrophes sexistes ou autres, mais on a vu qu'avec toutes nos actions où à chaque fois on rabâchait qu'il n'y a pas que la pub qui produit du sexisme, mais aussi les rapports annuels, les sites internet et autres, on a vu dans les dossiers déposés moins de catastrophes, c'est-à-dire une meilleure représentation et visibilité des femmes, etc. etc. Mais ce n'est pas du tout gagné. On voit encore des événements avec des plateaux d'hommes, on voit encore tout un tas de choses. La communication, c'est aussi l'événementiel, c'est aussi plein de sujets comme ça. Là, je parle d'égalité femmes-hommes. Et puis, ce qu'on peut ajouter aussi, Laurence, dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, si on se concentre, quelqu'un évoquait aussi de l'intérieur, et ce qui est effectivement, notre métier, c'est la communication, donc on s'améliore potentiellement sur certains sujets, etc. En revanche, quand on a fait, par exemple, l'étude des salaires puis l'étude de rémunération en 2016 et 2019, on s'est rendu compte que l'écart de salaire, par exemple, entre hommes et femmes dans la communication, sachant qu'on est dans un univers où
femmes sont surreprésentées, c'est pas bien ce que je dis, représentent 60 à 70%, je crois, des effectifs. On est lamentablement dans la même moyenne, voire légèrement en dessous d'écart de salaire entre les hommes et les femmes dans la communication. Donc, en plus, non seulement il faut réfléchir au truc sur comment on peut accompagner les organisations à parler à communiquer sur la diversité, mais on a aussi un travail à faire dans nos métiers, dans notre univers, dans notre secteur, pour être, j'imagine, c'est pas mal éventuellement d'être exemplaire sur les différents sujets qu'on peut porter. Alors là, effectivement, c'est vrai qu'on parle de l'égalité hommes-femmes ou de la lutte contre le sexisme, etc., parce que c'est des sujets qu'on traite depuis effectivement quelques années, mais j'imagine qu'en communication, on peut certainement le dire aussi de la diversité ethnique ou d'autres formes. Et il y a un vrai sujet, je me permets d'en parler parce que j'interviens aussi sur tout ce qui est emploi et carrière, mais on sait très bien qu'on a un sujet qu'on n'arrive pas du tout à traiter en carrière, mais qui revient sans cesse, c'est la question du jeunisme. Et on sait que, pareil, dans nos métiers, mais ça peut être vrai dans d'autres métiers, donc on peut l'envisager, on sait qu'il y a un jeunisme très fort et aussi c'est une forme de discrimination, à mon sens. Je prends la main. On passe à la question d'après parce qu'il y a plein de sujets qui sont en train de croiser et donc il faut qu'on continue à avancer dans l'entonnoir de réflexion. Et donc, on a déjà commencé à en parler. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se le reformule aussi sur certains éléments. La question d'après, c'est quels sont les sujets qui émergent, qui sont vraiment prioritaires à résoudre et à aborder. Donc, on a vu que la notion de diversité, c'est absolument pas que la notion du sexisme, évidemment, qu'on a abordé plein de notions autour de le faire savoir, la réalité des faits, de pouvoir réellement avoir des actions, c'est aussi une capacité à convaincre. On a Séverine qui pose le sujet aussi de l'origine sociale des jeunes qui veulent ou qui rentrent en fait dans nos métiers et qui éprouvent plus ou moins de difficultés en fonction de leur nom et de leur adresse. Et là, on est dans le sujet de la discrimination au niveau des origines. On a Ariane qui parle également de la notion du consultant sur la sincérité en fait, de son action, de l'action de l'entreprise, donc comment le consultant peut aider. Et puis, on a Ariane qui posait aussi la question des femmes dans la gouvernance. Donc, si on a abordé plein de choses, si là, aujourd'hui, on avait 5 sujets clés qu'on voudrait, dans la discussion qu'on vient d'avoir, pousser et faire réémerger en disant c'est vraiment ceux-là les plus prioritaires, ce serait quoi? Alors, il y a un chat. Je me permets de prendre la parole. Alors, moi, je suis responsable de l'alternance à l'ISCOM, qui est une école de communication. On a 1800 étudiants par an, avec tout autant d'entreprises qui les recrutent en stage ou en alternance. On voit, pour être honnête, une vraie différence de traitement entre les annonceurs structurés, type les banques, assurances, etc., ou les grosses agences de publicité, des Publicis, des Havas, qui recrutent nos étudiants et qui, on le ressent en fait dès l'offre de stage ou l'offre d'alternance, qui mettent en avant leur politique de diversité ou de handicap. Et dès l'offre qui est transmise en fait à nos étudiants, on peut ressentir de leur part un vrai intérêt à traiter des candidatures avec des profils, des profils sur le handicap ou qui mettent en avant vraiment l'égalité homme-femme. Et je trouve intéressant que pour nos jeunes diplômés, alors
on a une école qui est, on va dire, à 60 à 70% féminine. Hein, donc, nos étudiantes sont quand même surreprésentées dans ce milieu. Je ne pense pas qu'elles aient de difficultés à trouver leur stage ou un futur emploi. Après, en interne, on ressent quand même pour certaines voilà, dans certaines agences en particulier, mais bon, c'est des choses aussi qui sont sorties dans la presse, mais voilà, qui ont ressenti des difficultés. Mais je me dis que si dès les offres d'emploi, toutes les entreprises pouvaient mettre en avant justement leur politique à ce sujet, ça permettrait à nos étudiants, enfin aux jeunes, on va dire, de candidater en connaissance de cause et de pouvoir mettre en avant aussi leurs différences en sachant qu'elles seront peut-être moins jugées. Merci Lorraine. Là, pour le coup, tu ouvres un autre champ, effectivement, qui est le recrutement. Si par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on essayait de prioriser, vous partagez cette importance sur la notion du recrutement et sur le fait que c'est entre autres là que ça se joue? Bonsoir, moi je voudrais, alors je ne sais pas si ça va dans le sens de la priorisation vers laquelle Charlotte vous essayez de nous emmener, mais moi disons dans ce que je constate, dans ce que j'observe et dans ce que je vis depuis ma place, je pense que l'enjeu est au moins autant celui du recrutement que celui de la préservation des parcours. Parce qu'en fait, ce qui est très marquant, c'est la disparition de certains profils plus on monte dans les hiérarchies. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu, enfin, il y a des enjeux de recrutement, bien sûr, mais j'ai l'impression que la jonction entre les écoles et le monde de l'emploi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et ça marche bien. Il y a encore des poches d'amélioration, bien sûr, mais le sujet, c'est ce qui fait que dans les parcours, cette diversité qu'on observe en début de parcours, on la retrouve plus vraiment dès lors qu'on monte dans les organisations. Et moi, je me dis que le sujet de la préservation des parcours me semble au moins aussi important que celui de la qualité du recrutement dans le monde de la communication. Merci Raphaël, c'est super de mettre effectivement ça en perspective. Ludovic mentionnait, je trouve qu'il y a un lien par rapport à ce que vous avez dit, Raphaël, mentionnait que c'était, en fait, on ne devrait pas avoir à choisir ni à prioriser, parce que tout est ultra important et crucial. En revanche, quand on parle de priorisation, c'est quel sous-sujet, quel item sur lesquels on a besoin vraiment de faire un focus. Et dans la notion du parcours, je trouve qu'il y a une agrégation de potentiellement plusieurs expériences de vie qui peuvent effectivement donner du sens. Alors, je ne sais pas quelle est la réaction de l'équipe présente. Ariane a l'air de trouver effectivement qu'elle est tout à fait d'accord sur la notion du parcours et de la gestion des talents. Claire, tu veux dire quelque chose? Tu as levé la main. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour partager le constat qu'aucun enjeu n'est plus pressant que l'autre dans tout ce qui a été évoqué, mais à titre très personnel, je pense qu'on a fait des avancées plus grandes sur l'égalité femmes-hommes, la parité, bien que le travail reste conséquent. On parlait encore tout à l'heure des différences de salaire, mais je pense que sur les questions d'origine sociale et d'origine ethnique, enfin des jeunes issus par exemple de l'immigration, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui montrait que un jeune qui était domicilié dans une ville de Seine-Saint-Denis avait 3 fois moins de chances qu'à compétences équivalentes et à profit équivalent d'avoir un entretien qu'un jeune domicilié à Paris intramuros, quoi. Et je pense que ça, c'est les questions de sexisme et de différences femmes-hommes qui sont faites par les entreprises sont un peu moins tabous.
que, moins tabous que ne le sont encore les questions liées à l'origine. Et les gens sont peut-être moins informés parce qu'on se dit non, mais on est dans un pays quand même démocratique, qui ne fait pas de différence. Et contrairement justement à cette culture anglo-saxonne où c'est presque revendiqué d'appartenance à telle ou telle communauté, en France, c'est beaucoup plus tabou que les différences de genre. Donc, à titre vraiment très personnel, je pense qu'il y a encore une marge de travail beaucoup plus importante sur ces sujets-là que sur le sujet égalité femmes-hommes, bien que sur ce sujet-là, il y a aussi quand même encore un gros travail à faire. Voilà. C'est mon avis très personnel sur ces questions de priorité, même si ce terme, bien sûr, à prendre avec des pincettes, quoi. Merci Claire. Est-ce que ça appelle des compléments, des réactions, ou est-ce qu'on passe à l'étape d'après? Laurence, faut que tu as coupé ton micro et ton mute, et Ludovic juste après, pas de problème. Tu es encore mute. Là, ça y est. Je pense qu'à l'image de ce qu'on a fait sur le sujet du sexisme et de l'égalité, on pourrait, en tout cas, on pourrait être beaucoup plus attentif et se pencher sur ces sujets de représentation de la diversité dans la communication. Puisqu'en fait, pour faire tout ce qu'on a fait autour du sexisme, on est parti d'un principe que la publicité, comme la communication, était le reflet de la société. Et il me semble, et on se l'est dit souvent dans le comité TFTC, qu'on devait élargir nos réflexions au sujet de la diversité, des représentantes raciales et autres, au-delà du sujet femmes-hommes. Donc, il me semble qu'en tout cas, des représentations, des rôles modèles et de tout ce qui va autour, de tout ce qu'on a pu traiter autour d'égalité femmes-hommes, aujourd'hui, voilà, c'est le moment de. Il me semble que moi, ça me semble essentiel sur la question des représentations, en tout cas, de la diversité. Parce que c'est aussi ce qui donnera aux jeunes envie de dépasser, de se reconnaître, d'être inspirés. Et voilà, quand on multiplie ce que disait Ludovic, le critère, en tout cas l'exclusion due au jeunisme, au jeune âge, pardon, et le côté diversité, ça fait compliqué, quoi. Donc c'est à nous aussi de les montrer en exemple et de les montrer à voir, de cacher d'arrêter l'invisibilité des différentes diversités. Ludovic, juste avant que tu prennes la parole, Ariane a un chat qui est très proche de ce que tu dis, Laurence, sur les stéréotypes. Oui. Oui, on t'écoute, Ludovic. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ensuite, effectivement, aussi, ce qui est difficile, puisqu'on travaille de l'intérieur, etc., je rebondis sur ce que disait Fabrice tout à l'heure, sur effectivement, je pense qu'il y a, et quelqu'un d'autre en a parlé, sur l'écart de perception selon les générations. Je crois que notamment il y a une étude récemment qui interrogeait des jeunes typiquement sur le fait est-ce qu'ils se considéraient plus comme hétérosexuels ou homosexuels ou qu'ils ne souhaitaient pas se définir comme tels. Et les chiffres sont complètement dingues par rapport à avant. Je crois que, je sais pas, c'était de l'ordre de plus 30% des jeunes en question que ce n'était pas un sujet pour eux, qui n'avaient pas forcément envie de se définir comme tel. Mais peu importe, c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que du coup, effectivement, ne serait-ce que comment fait-on, nous, en tant qu'association de professionnels où, j'allais dire par définition, notre moyenne d'âge n'est pas super jeune, puisque ça comprend des DIRCOM, des patrons d'agences, pas seulement, mais en bonne partie, et que par définition, il faut avoir un peu d'expérience pour accéder à ces postes. Comment effectivement on peut ne pas être déconnecté de cette jeunesse et de ses attentes. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est par exemple, effectivement, ce que disait Laurence était très juste, mais de la même sur, par exemple, les origines ethniques ou sociales, etc. Mais pour le coup, je pense qu'on est tout aussi mauvais élèves dans la communication que dans d'autres secteurs. Donc, comment on fait pour améliorer les choses chez nous, je dirais au sein de notre secteur de la communication?
Alors, je veux bien, si possible, Allez-y, Sylvie. réagir rapidement. En effet, grande question, Ludovic, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aurais tendance à être vraiment sur la position qu'a exprimée très bien Claire. On a, je crois, aujourd'hui une société française qui est vraiment quelque part quand même très fracturée autour de ce problème de diversité. On est quand même un peu dans notre bulle. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on en soit conscient, qu'on soit conscient de où on en est. Et en effet, nous ne sommes jamais que le reflet de la société. C'est toujours ce qui est un petit peu compliqué. Au-delà de ces généralités, je voulais juste, même si c'est peut-être pas le moment, vous donner peut-être vous suggérer quelque chose qui pourrait être peut-être simple à mettre en œuvre, qui serait de faire en sorte de proposer aux DIRCOM peut-être, mais surtout aux agences, quelque part une sorte de banque de données, de ressources sur ces sujets, parce qu'en fait, il y a énormément de choses sur ces thèmes. Moi, je ne suis pas spécialisée, bien évidemment, mais je ne sais pas, on a vu tous passer le rapport de la mission Babkin sur diversité numérique, la Fondation Jean Jaurès a sorti des choses absolument passionnantes dernièrement, etc. Il y a énormément d'informations. Et c'est vrai qu'être déjà informé, savoir où on en est, quels sont les chiffres, etc., et les avoir à portée de main, ne pas avoir à les chercher, pourrait peut-être déjà être un pas extrêmement modeste, mais quelque chose qui nous permettrait de se dire, tiens, on est dedans, on y a pensé, et on met des ressources à votre disposition. Ce n'est pas une recherche qui est très compliquée à faire, je pense. Enfin, voilà, juste une suggestion au passage. Merci Sylvie. Est-ce que l'équipe dans le comment, Céline ou Constance, Laurence, vous voulez réagir à cette idée-là? Sur la base documentaire, sur la veille? Oui, c'est effectivement, en fait, on se rend compte que nous, dans le travail que l'on mène, ce qui nous manque souvent, c'est une espèce de baromètre, c'est cette évolution, c'est cette tendance en fait de dire est-ce que les actions ou les choses qui sont menées ont un impact ou pas. Donc, et aussi, ça c'est le premier point, et aussi très souvent, moi à titre personnel, j'ai parfois été démunie aussi d'arguments. Parce que la conviction est là, mais les arguments et c'est les chiffres qui nous permettent d'embarquer, de fédérer, etc. Donc, avoir à disposition cette source d'information et puis aussi sur cette source d'information pouvoir suivre une certaine tendance descendante ou ascendante peut être important parce que ça permet aussi de faire prendre conscience aux gens de la réalité des choses. Donc ça, dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est intéressant. Mais après, moi, je trouve que oui, ça pourrait être utile. Mais après, il faut que ça paraisse utile à la majorité des personnes qui sont là et de nos adhérents et de nos adhérentes. Claire, tu veux compléter ou rebondir? Oui, je me permets de reparler un petit peu, même si je sais que normalement, c'est réservé aux adhérents. Moi, je suis de Comment, donc, mais je suis assez d'accord avec, enfin même complètement d'accord avec ce que dit Céline, parce qu'en plus, j'ajouterais qu'au-delà du fait que parfois, nous, on manque de preuves, je pense qu'on fait aussi partie, tous autour de cette table virtuelle, de personnes qui sont assez informées sur le sujet, mais je pense qu'il y a quand même encore, pour aussi rejoindre ce que Sylvie disait, une fraction en France entre les gens qui se sentent concernés par ces sujets et les gens qui ne s'y sentent pas concernés du tout. J'entendais tout à l'heure, il me semble que c'était Ludovic ou Fabrice, je ne sais plus, qui parlait des jeunes générations qui étaient très demandeuses justement de plus d'inclusion et de plus de débat et d'ouverture, notamment sur la question des genres. Mais je pense aussi que chez les jeunes, il y a quand même beaucoup de réfractaires à ces sujets de diversité. N'oublions pas quand même que la majorité, enfin que le parti politique le plus représenté chez les jeunes dans leur vote, c'est quand même l'extrême droite. Donc je pense que nous, on est éclairés quelque part sur ces sujets, mais il y a aussi, entre guillemets, c'est un peu, je ne voudrais pas avoir l'air condescendante, mais
le français moyen n'est peut-être tout simplement pas alerte et concerné, ne se sent pas concerné par ces sujets de diversité, en fait. Donc, l'idée d'avoir une base de données, ne serait-ce que pour poser le socle du débat et attirer l'attention, je pense que ça peut être une grosse plus-value dans le milieu de la communication, mais plus généralement aussi pour faire de la sensibilisation, qui est quelque chose auquel on s'attache quand même chez Comment. Donc, voilà. Juste une précision là-dessus, parce que c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu travailler, mais je pense, quand tu dis convaincre, Claire, on sait combien nos clients et les agences sont généralement fans des experts. La parole de l'expert qui va permettre, voilà, d'être référent, de donner un argument fort, de s'appuyer dessus, hein. Je pense que il me semble, hein, que sur ces sujets, il doit y avoir beaucoup de ressources. Je prends ma casquette d'universitaire, mais je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui ont des choses absolument passionnantes à dire et qui souvent savent les dire, hein, ne sont pas des savants fous et hermétiques. Du côté de la socio, du côté voilà, et de labo de recherche, probablement, qui peuvent être des partenaires. Donc ça, c'est vraiment… alors typiquement là, il faut lancer un hameçon du côté d'une CELSA et leur demander de ratisser la Sorbonne, hein. Il peut y avoir des ressources finalement. Mais bon, voilà, enfin, c'est parenthèse refermée. Je prends juste la parole 2 secondes. En fait, moi, je pense que il y en a plein des ressources, quoi, et c'est peut-être trop de travail pour Comment, enfin, d'aller chercher ces ressources-là. Il suffit d'appeler l'INED, il y a vraiment plein de choses. Moi, je voudrais juste faire remarquer que dans nos organisations communicantes, on est blanc, on est entre 30 et 40 ans, et ainsi de suite, quoi. Donc, faut peut-être davantage cibler sur les métiers de la com. Est-ce que c'est pas plus une étude sur… parce que tu vois, Sylvie, tu évoques le CELSA, mais c'est plutôt rigolo, quoi, de voir la sociologie du CELSA. Ça bouge pas, en fait, hein. Et moi, je le vois dans les recrutements que je fais sur des jeunes. Bon, les jeunes qui sont issus de l'immigration, aujourd'hui, ils sont à Paris 13, ils sont à Créteil et ils ne sont pas au CELSA. Donc c'est bien pour ça que je ne recrute pas des CELSA. Mais moi, je préférerais qu'on reste un petit peu collé sur nos métiers de la com si on veut faire bouger les choses, parce que je n'ai pas la prétention de faire bouger la société. Et je suis incapable aujourd'hui de donner des stats sur… autant je trouve que l'étude Comment est quand même super sur les salaires. Autant on a fait un peu bouger les choses sur la question des femmes. C'est vrai que sur la question des recrutements, sur la question de l'origine, après on est dans un pays où c'est très compliqué de parler d'origine, hein, puisque l'INED ne veut pas des stats ethniques. Mais voilà, je reviens sur est-ce qu'on a vraiment les moyens d'être aussi large que de parler de toutes les inégalités dans la société. Et juste par rapport à la question de la priorisation, je ne suis pas intervenue parce que je ne l'ai pas bien comprise. C'est-à-dire que ça me paraît vraiment compliqué de se dire on va prioriser. Il y a tellement de stéréotypes, on manque tellement de rôles modèles, quelles que soient malheureusement les populations concernées, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, vieille. Voilà, la question des post-cinquantenaires est problématique, mais s'il y avait un choix à faire, la question des jeunes l'est peut-être davantage, puisque c'est quand même l'avenir. Merci pour votre complément. Jocelyne, tout à l'heure, vous vouliez parler ou oui? Vous êtes en mute. Je voulais juste revenir sur, effectivement, enfin, c'est un commentaire là aussi très, très, très perso, mais qui m'avait extrêmement surpris par rapport à ce qu'évoquait Claire. Moi, je suis en période de transition, je suis suivie par un cabinet d'outplacement, et quand on vous forme sur votre CV, on vous dit clairement qu'il vaut mieux mettre une annonce dans le 75 que mettre le 93. Ce qui est quand même extrêmement choquant de la part d'un cabinet de recrutement. Et sur la façon dont les recrutements s'opèrent, qu'on soit jeune ou pas jeune. Donc là, il n'y a pas de différence d'âge, quoi. Voilà, c'était juste un commentaire très, très personnel, mais qui m'a extrêmement choquée, sur lequel j'ai vraiment, je me suis un peu révoltée, quoi. Donc.
Merci pour ce témoignage, Jocelyne. Alors, est-ce qu'on continue sur le comment? On continue sur les questions on a 2 questions encore qui ont été abordées, mais qu'on peut traiter dans plein d'ordres différents. Il y avait un sujet sur une question sur les sujets qui émergent. On voit la diversité, la quantité en fait de sous-thèmes extrêmement important. On dit que la priorisation, si elle est là, c'est pour donner un écho plus fort, c'est pas pour hiérarchiser des choses socialement parlant. Ça nous intéressait aussi quand on a préparé la concertation de se dire, est-ce qu'il y a des angles morts? Est-ce que vous voyez qu'il y a des thèmes qui ne sont pas aujourd'hui les thèmes habituels qu'on entend, qu'on traite, qu'on vit, et sur lesquels Comment agit, et qui sont en train d'arriver, soit parce qu'il y a des jeunes générations qui ont des codes différents, soit parce qu'il y a des biais dans la société qui font que eh bien, des sujets poussent plus que d'autres. Laurence? Moi, je vois vraiment, il y a autant les sujets de diversité, on les évoque régulièrement, mais vraiment le sujet du handicap, c'est quelque chose qu'on ne traite pas, quoi. Et on sait bien que c'est un vrai sujet dans nos métiers parce qu'il y a très peu de travailleurs handicapés. Je pense que dans les communications qu'on produit, le handicap est vraiment invisibilisé, c'est pas facile à dire. Et voilà, parce qu'on est toujours dans cette idée de l'image qui fait vendre ou qui représente. Donc, je pense que quand même, c'est un sujet qu'on ne traite pas du tout dans nos métiers, quoi. Et je vois qu'il y a Anne Clément qui est avec nous, qui peut peut-être témoigner sur ce sujet, parce qu'elle est en plein dans ce sujet avec l'agence qu'elle représente ce soir. Absolument, mais absolument, voilà, mais je suis arrivée un petit peu en retard, donc je faisais la petite souris. Oui, j'ai la chance de m'occuper d'une entreprise adaptée qui est en fait la première entreprise adaptée qui est une agence de communication digitale. Donc une petite agence, hein, puisque simplement 6 collaborateurs, et qui intervient en fait beaucoup en co-traitance et en sous-traitance d'agences de communication digitale lorsqu'il s'agit d'intégration de contenu ou de création de sites web. Donc on travaille aussi en direct avec les annonceurs. Et moi, le sujet du handicap dans le monde de la communication, en fait, il n'est pas plus différent que dans le monde des annonceurs, à savoir que aujourd'hui, le fait est qu'on va rechercher une expertise et moins s'attacher à un handicap. En plus, quand on parle de communication digitale, eh bien, le handicap n'a pas la même dimension que dans entre guillemets, dans la vraie vie, hein, puisque, par exemple, là, moi, j'ai des lunettes. Sans mes lunettes, je suis considérée comme quelqu'un de handicapé, en situation de handicap, hein, vis-à-vis du web, parce que je ne vois pas très bien. Voilà. Donc, pour revenir sur votre sujet, ce que je pense, c'est que c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Mais vous parliez de recrutement. Aujourd'hui, les modes de recrutement que l'on a, ils ne sont pas du tout adaptés à des personnes en situation de handicap, parce qu'on est encore sur un mode où il faut un CV, où il faut des références, et où on n'est pas capable de juger quelqu'un juste sur un entretien. J'en parle en connaissance de cause. Chez Numerikea, on est dans une expérimentation de l'État qui s'appelle le CDD tremplin. Donc, je sais que certains, excusez-moi, comprendront.
où en fait on est en mesure de recruter des personnes en situation de handicap pour qu'elles deviennent des prochains référents en accessibilité numérique au sein de grandes entreprises, des entreprises plutôt du CAC 40 ou du SBF 120, c'est-à-dire toutes celles qui sont obligées d'avoir des sites accessibles et d'être conformes à la réglementation RG2A. Et ben, nous, les entretiens que l'on fait passer pour recruter ces personnes, on se fiche de leur CV, on se fiche de leur parcours et on va les faire un pari simplement sur une personnalité. Voilà, donc, mais c'est encore très loin d'être le cas dans beaucoup de secteurs. Et en même temps, je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas le cas dans le secteur de la communication qui, entre guillemets, par essence, est plus agile, plus ouvert, plus créatif, donc qui aurait toute légitimité à inventer de nouveaux modes de recrutement. Et ce n'est pas ce que l'on peut voir d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'apporte un éclairage intéressant au débat, dites-moi, puis j'arrête de parler. Merci Anne, pas du tout. D'ailleurs, Anne, Ariane aimerait connaître le nom de votre agence. Pourriez-vous le mettre et l'écrire dans le chat pour ceux qui en ont besoin? Désolée, absolument. Non, je vous en prie, merci. Fabrice, pour une fois, je ne me trompe pas. Oui, je voulais réagir à ce que disent Anne et Laurence, et je suis assez d'accord. Et ce que je trouve intéressant sur la question du handicap, c'est que c'est pour les organisations une problématique à la fois interne et externe. Externe, elle le voit, c'est la question en effet du recrutement, après les modes avec tous les sujets qu'il peut y avoir derrière qu'a soulevé Anne, et c'est aussi une problématique interne, parce qu'en fait, nos organisations sont remplies de personnes handicapées qui ne peuvent pas l'exprimer dans leur organisation. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes. D'abord, un problème qu'on peut comparer à la problématique LGBT, c'est-à-dire de refus d'expression d'une identité qui est forte, même si la personne ne se traduit pas évidemment par son handicap. Enfin, c'est quand même quelque chose qui, malgré tout, peut modifier son comportement, notamment sur des handicaps non visibles tels que le handicap psychique ou le handicap mental, qui restent dominants quand même en France par rapport au handicap physique. Et après, il y a une problématique aussi de perte d'emploi, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de situations en organisation où en effet les personnes n'osent pas exprimer leur handicap, ce qui fait qu'il n'y a pas d'adaptation du poste de travail ou d'accompagnement, et les personnes après partent en congé maladie, en arrêt de travail, qui ne sont pas compris en général par l'organisation, qui a l'impression qu'en effet cette personne est un je m'en foutis, etc. Non, il y a juste un problème de handicap non visible qui fait que petit à petit cette personne va complètement dériver et sortir de son emploi. Donc je trouve qu'il y a une problématique d'aujourd'hui pour les organisations et aussi de demain dans l'intégration et dans le recrutement, et avec un vrai déni. Aujourd'hui, moi ce que je vois dans ces organisations, celles qui s'intéressent à ce sujet, sont essentiellement celles qui aujourd'hui ont une personne, soit le dirigeant, soit le référent handicap ou la personne en charge de la mission handicap, motivée, impliquée sur le sujet. Ça s'appuie sur une personne. Ou alors, c'est quelque chose qui a été mis dans les valeurs de l'organisation, dans tout ce que ça induit, etc. Donc, on arrive à une chose très, très fragile qui n'est pas du tout structurante pour les organisations. Et sur un sujet, en effet, qui n'est pas visible la plupart du temps. Si je peux me permettre sur le handicap, ce qui pourrait être intéressant, c'est que je pense qu'effectivement, on n'est pas exemplaire au sein du secteur de la communication, ce qui peut s'expliquer en partie parce qu'on est dans un univers où le niveau d'études est assez élevé, etc. Et on sait que potentiellement, si j'ai bien compris, malheureusement, pour les personnes qui ont un handicap de naissance, eh ben, ont en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, plus de mal à accéder à l'enseignement secondaire, etc. Mais bon, enfin, je parle avec beaucoup de précaution parce que je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent autrement que moi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en revanche, on est dans une logique où, pour le coup, au sein de nos organisations, que ce soit dans les agences et dans les directions de la communication, il existe certainement déjà de très belles opérations de communication sur le handicap, en termes de communication de recrutement ou de sensibilisation des collaborateurs sur le handicap, etc. Donc, il y a certainement de la matière sur laquelle on peut certainement se reposer en mettant ensuite dans le contexte, parce qu'effectivement, j'imagine que ce n'est pas la même chose que de parler du handicap au sein de l'entreprise quand on est un groupe de 15 000 personnes et quand on est une structure de 10 personnes, etc. Même si ça peut même être mis en cause, je vais dire ce que je dis là. Donc, en tout cas, je pense qu'effectivement,
on a de la matière potentiellement intéressante. Je crois notamment dans la visibilité d'opérations de communication qui ont pu être révélées dans le cadre de Grand Prix, etc. Il y a eu pas mal de sujets sur le handicap. Et bon, c'était pour réagir sur le handicap. Et ensuite, moi, j'avoue qu'en termes de priorisation, j'aimerais aussi qu'en tant que communicant, puisque on aimerait bien être à la pointe aussi, c'est se dire dans quelle mesure on ne peut pas aussi prioriser peut-être des sujets qui sont malheureusement peu traités aujourd'hui par les entreprises parce que clivantes, parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre le truc, que c'est génial d'ailleurs de se dire que par exemple, sur les origines, effectivement, on ne sait jamais si quel terme employer entre ethnique, machin, etc. On prend ça avec des pincettes. Donc, peut-être oui, prendre des sujets aussi, se poser la question de pourquoi pas prioriser aussi un sujet qui est peu ou très peu traité par les entreprises aujourd'hui. Moi, je rejoins ton point, Ludovic, sur le fait que notre rôle et notre responsabilité, c'est d'être là où on a besoin de nous, c'est-à-dire sur les sujets moins traités, sur les sujets où on ne sait pas faire. Enfin, moi, le sujet du handicap, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel, en termes de communication, c'est mon métier, mais j'ai moins de billes. Et même si je suis au sein de ce bureau stratégique, si j'avais des éléments ou des experts qui pourraient m'apprendre, me nourrir, me donner à la fois des idées, des bonnes pratiques, des éléments de langage, des façons de faire, oui, je pense que, enfin, je me dis que si ça m'aide, ça doit aider aussi beaucoup de choses. Donc, je suis assez pour et je trouve assez pertinent d'être là où les sujets se font rares parce qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. Ouais. Sans oublier les autres, évidemment, mais si on parle de priorisation, ça me semble intéressant. Laurence. Ouais, moi, je pense qu'on a été précurseur sur le sujet de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre le sexisme. Soyons-le sur les autres sujets qui nous concernent également, quoi. Je veux dire, on a quand même été depuis 2012 sur ces sujets. Et en 2012, tout le monde nous demandait, mais pourquoi est-ce que vous créez un réseau de femmes chez Comen? Pourquoi prendre en main ce sujet? Enfin, ça n'a pas été évident, quoi, même de le faire acter en conseil d'administration, etc. Donc moi, je vous rejoins complètement là-dessus. Je dis, soyons pionniers sur des sujets qu'on peut rendre visibles et surtout sur lesquels on peut donner des billes à nos adhérents parce qu'ils en manquent. Que ça soit peut-être un côté plus juridique, mais aussi de représentation et autres, quoi. Je pense que notre place, elle est aussi là de défricher ou de promouvoir, je ne sais pas si on peut dire promouvoir, mais en tout cas d'explorer ces sujets. Le projet de les voies de la communication, c'est vraiment être utile à nos adhérents. Donc, j'entendais ce que Carole Thomas disait tout à l'heure, c'est comment on est utile aux communicants. Et je pense que voilà, ce que tu viens de dire aussi, Céline, appuie complètement ça, quoi. D'autant que les communicants, on se retrouve très, très souvent dans une logique de traduction et de passerelle entre une culture et enfin, des comportements. Et pour le coup, je pense qu'effectivement, la notion d'argument et la notion de transmission d'informations pour éduquer cette population-là est cruciale pour influer sur les comportements et la manière dont on parle de ces sujets, quoi. Il nous reste 5 petites minutes. Fabrice, tu as levé la main. Je voulais juste rajouter une petite chose. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je voulais juste rajouter une petite chose qui fait regarder les choses un peu différemment. Anne connaît bien le sujet. Dans le domaine du handicap, il a été développé un mode de communication pour les personnes handicapées qu'on appelle le FALFAC, le facile à lire, facile à comprendre. Et pour nos métiers de la communication, c'est très intéressant parce que c'est une manière de simplifier les messages. Oui. Moi qui suis nouveau dans ce secteur-là, je m'interroge si ce FALFAC n'est pas un modèle de communication plus général pour le grand public. Est-ce qu'on ne communique pas de manière trop complexe sur les populations auxquelles on s'adresse? Parce que cette question aussi de l'inclusion, c'est aussi comment on communique et on se fait comprendre par l'ensemble et la diversité des personnes à qui on s'adresse.
Donc, je fais juste un aparté sur ce sujet-là. Il y a peut-être un truc à creuser qui est intéressant pour nous, en tant que communicants, de regarder comment on peut peut-être s'inspirer de cette expérience qui a été mise en place par les communicants et les gens qui étaient dans le médico-social pour produire une communication ultra simplifiée et que personne d'autre ne connaît que ceux qui bossent dans le handicap. Oui. Voilà. Oui, Anne. Oui, parce qu'il reste très peu de temps, mais du coup, je n'y avais pas du tout pensé. Il se trouve qu'en ce moment, pour 15 jours, se tient le salon Handi Achat, qui est le salon des achats solidaires, où vous pouvez aller retrouver tous les prestataires qui existent dans la com et hors com. Donc, si vous voulez, j'ai des invitations, bien évidemment. Donc, je peux les envoyer. Je vais donner mon adresse mail. Et si vous voulez, je vous envoie une invitation. C'est du 1er au 15 décembre. Donc, c'est en ligne. Donc, vous allez voir comme vous voulez. Et sinon, un autre point, puisqu'on a parlé de handicap. Enfin, moi, je voulais parler d'inclusion au sens général. Et il se trouve que parce qu'on a créé des référents handicap, parce que l'État a mis beaucoup d'argent sur la table aujourd'hui pour le secteur du travail protégé et adapté et faire que les collaborateurs en situation de handicap trouvent plus facilement un métier. Il y a plein de choses qui se font. Et jeudi matin, j'organise un webinar avec la haut-commissaire au handicap dans l'équipe de Cédric O, Philippe Trottin de Microsoft. Ils vont parler d'accessibilité numérique et de handicap. Donc, je vais vous envoyer le lien aussi. Et si vous voulez aller voir écouter ces gens parler de handicap et de communication, puisqu'on va parler de communication digitale, ça peut peut-être vous intéresser. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'en fait, le contexte, la crise sanitaire, elle a fait un truc incroyable, c'est qu'en fait, chaque collaborateur s'est retrouvé finalement en situation de handicap parce qu'à un moment donné, il ne pouvait pas travailler comme il avait l'habitude de le faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de directions de ressources humaines qui se rapprochent d'autant plus de leur direction RSE ou de leur référent handicap, puisque maintenant c'est une obligation dans la loi, pour voir comment traiter en communication interne finalement ces populations qui n'étaient pas considérées comme handicapées, mais tous à un moment donné de la crise à cause du confinement, on s'est trouvé handicapés parce qu'on ne pouvait pas travailler comme d'habitude. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir, avec des best practices de communication, qui peuvent permettre aussi d'inclure des publics qui sont différents. Je pense effectivement en termes ethniques, en termes religieux, pas forcément en termes de handicap. Et donc, le sujet, il est super, super important. Et je trouverais assez incroyable que les communicants, donc les responsables de communication, prennent ce sujet autant à cœur que sont en train de le prendre les RH et les directions RSE avec des référents handicap un peu poussés par la loi. Voilà, vous me permettez ce petit aparté. Donc, si je peux aider, bien sûr, je suis là. Merci beaucoup, Anne. Et Séverine faisait une remarque, je trouve, qui est très appropriée pour pratiquement en tant que conclusion pour notre session, c'est que les ponts qui sont à faire entre tous les acteurs et la coordination à l'intérieur de nos organisations restent à faire évidemment. Et nous, en tant que communicants, on est clairement précurseurs parce qu'on crée le lien et on crée de la conversation. Donc là, il y a vraiment une carte à jouer cruciale. Laurence, tu soulignais le fait que le sujet qu'Anne évoquait était un très très bon sujet pour éventuellement organiser un talk comment. La méthode Falk, disait Caroline, si je ne me trompe pas de prénom, est un vrai sujet de com qu'elle a testé et qu'on pourrait valoriser. Donc, je vois qu'il y a vraiment un consensus en fait sur ces prises de parole et ces sujets-là qu'en fait finalement on a d'une certaine manière priorisé au sens du spotlight. On arrive à la fin de notre 1h30. Je pense qu'on aurait pu continuer encore à échanger. Je vois que tout le monde est hyper mobilisé, réveillé, malgré la fin de journée et le fait qu'on est en début de semaine.
Je voudrais juste simplement vous transmettre quelques étapes clés pour que vous connaissiez les next steps. Et puis ensuite, laisser le mot de la fin à Laurence, Constance, Céline et ensuite Laurence. Alors, le mot de la fin, c'est vraiment très simple sur les next steps. Il y a un slide, mais c'est important. C'est que le processus dans lequel Comment est engagé avec les concertations est un processus qui va se clôturer bientôt. On a encore une concertation à mener le 7. Il y a un débriefing des propositions qui est fait au fil de l'eau par les VP et par l'équipe Comment. Et la date du conseil d'administration qui sera mi-décembre, dans lequel il y aura la finalisation de ces concertations. Et à partir du mois de janvier, il y aura des présentations des feuilles de route. Comment a mis en place une adresse dédiée pour proposer ses contributions, ses idées, son aide, son envie de participer. Donc, vous le voyez affiché, c'est contributions au pluriel, @com-1.fr. Et donc, n'hésitez pas à transmettre cette adresse si vous avez à un moment donné dans vos organisations envie de le faire. C'est là pour dire « je suis intéressée par continuer la discussion, je suis intéressée par contribuer ». Et ça vit toute l'année, hein, Laurence. Ce n'est pas dédié uniquement à à la séquence concertation. Donc, Céline et Constance, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur par rapport à comment vous avez vécu cet échange qui est sur un sujet que vous portez? Et ensuite, on laisse Laurence conclure. Ouais. Constance, tu veux commencer ou Oui, on a 1 minute. D'abord, merci, évidemment. Merci à tous. Moi, j'ai pris plein de notes pendant que vous parliez. Moi, je résumerai en un truc. D'abord, je suis super fière d'être communicante, de me dire que tous ces sujets-là, ils nous mobilisent tous, nous, les communicants, en tout cas les 20 et quelques qui sommes là, mais je pense qu'on est aussi la voix de la profession et la voix de la communication, et c'est vraiment l'ambition de Comment. Donc, tout ça converge super bien. Moi, j'aime l'idée qu'on soit dans un métier à responsabilité, et ça me plaît, et merci de nous l'avoir encore prouvé. Bah, moi, j'ai rien à rajouter. Constance a déjà tout dit, donc je me joins à elle pour tous ces remerciements et cet enthousiasme. Et merci énormément à vous de votre participation, à vous toutes et tous. Merci Céline, merci Constance. Laurence? Bon, moi, en fait, je vais juste vous dire que vous semblez toutes et tous très intéressés par ce sujet et très concernés. Donc, rejoignez Céline et Constance pour contribuer tout au long de l'année. Je pense qu'en fait, ce qui était très intéressant aussi ce soir, c'est de voir la variété des profils des personnes présentes. Lorraine, vraiment, c'est super que vous ayez pu nous rejoindre, parce que je pense que le monde des écoles a tellement aussi à faire pour contribuer et faire changer les choses. Voilà, et puis voilà, je pense que entre Anne qui vit le sujet à plein, Jocelyne, je pense qu'on a senti aussi que vous aviez plein de choses à faire. Ariane, on se connaît depuis longtemps, et voilà, je pense que même celles et ceux qui n'ont pas participé ce soir, mais qui étaient là et qui, du coup, forcément, si vous étiez là, vous vous sentez concernés, voilà, vous pouvez nous envoyer un petit mail à de concertation ou contacter directement l'équipe Comment, mais on sera ravis de vous avoir auprès de nos 2 VP sur ce sujet, parce que effectivement, ce que vient de dire Séverine, notre présidente, c'est qu'il nous faudrait quasiment 3 concertations pour traiter tous les angles de ce sujet. Donc, on va le faire bien sûr de plus dans le détail dans le groupe de travail qui se mettra en place dès le mois de janvier. Donc, on a besoin de vous. Merci d'avoir répondu à cet appel ce soir, c'était super intéressant. Et puis, on a vu aussi les ponts qui pouvaient se lier, notamment avec Ludovic, qui lui est sur l'axe emploi, employabilité, carrière, formation et autres. Et puis celui sur lequel travaille Fabrice également, qui est le sujet de la RSE, qui est un des axes forts également de Comment.
Donc, bon, je pense que… Juste pour conclure, Laurence, en effet, je ne me suis pas trop exprimée pour laisser toute la place à tous ceux qui avaient des choses à dire, mais j'ai tout écouté. Et pour le coup, merci pour la qualité des échanges. Il est clair qu'on s'aperçoit que ce n'est que le début d'un long chemin qu'il va falloir parcourir ensemble. Ça nous prendra sans doute des années, mais autant s'y mettre, se relever les manches. De toute façon, c'est clair que ça n'est que le début du début, du moins pour certains sujets, hors le sexisme qu'on a déjà traité depuis un certain nombre d'années, mais sur tous les autres, on voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose sur nos secteurs et dans nos métiers, donc à nous de faire en sorte que ça change. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour la suite de ces travaux. On verra quelle forme ils peuvent prendre et comment on peut être efficace et avoir aussi des réponses parfois très opérationnelles hein, sur des sujets, parfois plus de prise de position sur notre secteur. Mais merci, c'était super intéressant. Eh bien, merci à tous. Belle soirée, bonne fin de semaine. Et puis, au plaisir de vous retrouver. La prochaine concertation, c'est le 7. Au revoir à tous. Gardez vos petits mails. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonne soirée. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.